Avez-vous déjà contemplé le ciel étoilé et vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière ces points scintillants? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères les plus fascinants de l'univers, les nébuleuses. Ces gigantesques nuages de gaz et de poussière dispersés dans l'immensité de l'espace sont les véritables berceaux des étoiles. Imaginez-vous naviguant à travers ces couleurs éblouissantes et ces formes en constante évolution. Un spectacle céleste qui a captivé l'humanité depuis la nuit des temps. Mais que savons-nous réellement de ces merveilles cosmiques? D'où viennent-elles? Que nous racontent-elles sur la naissance et la mort des étoiles et sur l'origine même de notre existence? Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! Les nébuleuses de l'univers prennent des formes très proches de celles de nos créatures terrestres. Lorsque nous embrassons le ciel du regard par une nuit claire, nous pouvons reconnaître des constellations au dessin familier, et nous les devinons puisqu'elles bercent l'humanité depuis la nuit des temps. L'univers nous semble à la fois familier et inconnu. Depuis longtemps, des noms d'animaux sont attribués aux galaxies, aux nébuleuses et aux autres phénomènes astronomiques. Il est dans la nature humaine de voir des choses familières dans ceux qui ne l'est pas. Une nébuleuse est un nuage interstellaire qui se compose de gaz et de poussière. Les nébuleuses font partie des ingrédients de l'univers avec les étoiles, les planètes et les galaxies. Elles ont un rôle fondamental dans l'histoire du cosmos, puisque c'est en leur sein que se forment les nouveaux astres. Les nébuleuses jouent un rôle primordial dans l'évolution des galaxies. En cherchant à mieux comprendre comment les nébuleuses se forment et évoluent, cela permet de mieux comprendre l'évolution globale des galaxies. Les nébuleuses contiennent des éléments chimiques qui sont une matière indispensable dans la construction des planètes, des étoiles et de la vie elle-même. Elles fournissent des informations cruciales sur la chimie de l'univers. En recueillant des données sur les nébuleuses et sur les régions dans lesquelles se forment de nouvelles étoiles, les scientifiques recueillent des éléments pour reconstituer l'environnement qui existait dans l'univers primitif. Plus les nébuleuses étudiées sont loin, et plus les éléments recueillis aident à comprendre les premières étapes de l'évolution cosmique. Des phénomènes astrophysiques exceptionnels et uniques peuvent se produire dans certaines d'entre elles. Leur observation contribue à enrichir notre compréhension de l'univers. Plusieurs types de nébuleuses existent. On retrouve principalement les nébuleuses en émission, les nébuleuses par réflexion et les nébuleuses obscures. Les nébuleuses en émission brillent. Ce phénomène s'explique par le fait que leurs atomes sont excités par les radiations ultraviolettes émises par des étoiles jeunes qui se situent à proximité. Les atomes deviennent à leur tour une source de radiation. Les nébuleuses par réflexion n'émettent à l'inverse aucune radiation elles-mêmes. Elles reflètent la luminosité des étoiles les plus proches en reproduisant même leur couleur. Quant aux nébuleuses obscures, ce sont des concentrations denses de poussière qui absorbent la lumière.
Elles ne sont visibles que lorsque derrière elles se trouve une source lumineuse sur laquelle elles peuvent se détacher. Elles s'observent facilement, et même fréquemment à l'œil nu. Mais comment ces nébuleuses ont-elles été découvertes? Et comment se forment-elles? Les nébuleuses sont formées de gaz et de poussière. Le gaz est en partie d'origine primordiale. Il s'est formé dès le début de l'histoire de l'univers, lorsque l'hydrogène et l'hélium, qui sont les constituants des premières étoiles, sont apparus. Les éléments les plus lourds sont plus récents. Ils se forment à l'intérieur des étoiles à la fin de leur existence, puis sont relâchés dans le milieu interstellaire. Les poussières qui composent les nébuleuses sont un mélange de carbone à différents niveaux d'agrégation et de silicate, accompagnés d'infimes autres matières organiques. Le gaz est essentiellement de l'hydrogène. Les nébuleuses sont des régions où le milieu interstellaire s'est densifié à cause de la gravité. Ceci a entraîné la formation de nuages qui attirent la matière qui les entoure lorsque leur masse et leur dimension ont atteint une taille suffisante. Ces nuages peuvent devenir visibles dès lors que les étoiles formées récemment en leur sein excitent les atomes, ce qui les rend lumineux. Jusqu'en 1780, le centre d'intérêt des astronomes était les étoiles. L'attention des scientifiques se déplaça lentement en direction des nébuleuses, lorsqu'en 1781, l'astronome William Herschel découvre Uranus. Le roi George III d'Angleterre lui attribue alors une pension royale qui lui permet d'investir dans la construction d'un nouveau télescope plus performant, avec lequel il peut désormais étudier les étoiles doubles. Au total, l'astronome construira plus de 400 télescopes. L'un d'entre eux demeure le plus grand télescope du monde pendant près de 50 ans. Ce télescope newtonien possède un miroir principal en alliage de cuivre et d'étain et mesure 1,22 m de diamètre et 12 mètres de focale. Cet appareil gigantesque se manipule à la force des bras. Grâce à lui, Herschel décrit et répertorie les objets du ciel profond. En 1786, il publie le catalogue de 1000 nouvelles nébuleuses et amas d'étoiles. Il distingue déjà les nébuleuses à proprement dit et les amas d'étoiles. Durant 20 ans, il en répertorie plus de 2500. En 1811, son catalogue se complète avec une liste de 52 nébulosités extrêmement diffuses qui s'avèrent finalement être des nébuleuses du flux intégré. William Herschel publie en totalité 4 catalogues décrivant plus de 5000 objets du ciel profond. Après lui, d'autres astronomes ont complété ses travaux, comme John Dreyer. Ce dernier publie en 1888 un catalogue NGC décrivant plus de 7800 objets célestes. Ce catalogue comprend aujourd'hui plus de 14 600 objets. Le concept de nébuleuse n'en revient pas moins à William Herschel. C'est lui-même qui a mis en évidence leur classification en différents types. La première nébuleuse planétaire découverte est la nébuleuse de l'Altaire, aussi nommée nébuleuse d'Hubble et référencée M27. Charles Messier l'enregistre dans son catalogue d'objets diffus, mais le terme planétaire est proposé par William Herschel en 1785. En 1927, l'astronome américain Edward Emerson Barnard répertorie 349 nébuleuses obscures. On retrouve parmi les plus connues la nébuleuse de la tête de cheval, référencée B33.
et la nébuleuse de la tête de serpent, référencée B72. À ce moment-là, bon nombre de nébuleuses furent mises en évidence et les scientifiques comprirent qu'il s'agissait d'un monde obscur dont ils ignoraient encore l'influence. Tout était encore à découvrir. Les travaux d'Edwin Hubble en 1924 permirent de différencier les nébuleuses des galaxies. Bien que toutes deux contiennent du gaz et des poussières, à une échelle et des concentrations bien distinctes, leur forme, leur dynamique et leurs dimensions sont bien différentes. Néanmoins, dans un petit instrument d'observation, leur aspect est plus ou moins semblable. Les nébuleuses dévoilent des couleurs chaleureuses par la photographie. Elles apparaissent comme une région lumineuse, riche en gaz ionisé éjecté des étoiles ou non utilisé au cours de leur formation. Le gaz et la poussière présents dans le milieu interstellaire peuvent se matérialiser lorsqu'ils sont excités par le rayonnement des étoiles ou éclairés à contre-jour. C'est ce qui permet de classer les nébuleuses en différentes catégories. Les nébuleuses en émission sont représentées par des ensembles gazeux qui produisent leur propre luminescence. Ils absorbent la lumière d'une étoile chaude qui se situe à proximité et la diffusent à des énergies plus basses sous forme de couleurs variées. On les dit brillantes en opposition aux nébuleuses par réflexion, qui, quant à elles, ne font que refléter la lumière des étoiles qui se trouvent à proximité. Également connue sous la référence IC 2177, la nébuleuse de la Mouette est une immense nébuleuse à émission. Vue de la Terre, elle est aussi grande que 4 fois le diamètre de la pleine Lune. La lueur rougeâtre de l'hydrogène atomique domine et se trouve parsemée de jeunes étoiles lumineuses qui s'étendent tout au long de la nébuleuse. Son nom de nébuleuse de la Mouette lui vient de sa forte ressemblance à la silhouette d'un oiseau. Ce nuage cosmique est un lieu propice à la formation de nouvelles étoiles. La nébuleuse de la Mouette se situe à 3800 années-lumière de la Terre et arbore un diamètre d'environ 100 années-lumière. On retrouve en son sein plusieurs amas ouverts, dont NGC 2343, NGC 2335, Collinder 465 et Collinder 466. Cette nébuleuse est difficilement observable, même dans des conditions idéales d'observation, car sa magnitude apparente est de +10. La grande quantité d'étoiles qui la composent empêche de l'apercevoir. Ses ailes sont quasi impossibles à voir, à l'inverse de la tête, référencée NGC 2327, qui, elle, contient moins d'étoiles. Il s'agit d'une région d'émission compacte, au sein de laquelle une étoile massive est enfermée. Il existe plusieurs catégories de nébuleuses en émission. Les régions HII. Il s'agit de régions d'activité intense dans lesquelles se forment les étoiles. La constellation d'Orion abrite un des plus célèbres exemples, la nébuleuse d'Orion ou M42. Sa proximité avec la Terre fait d'elle une des nébuleuses les plus connues et les plus étudiées par les scientifiques. Au sein de la nébuleuse d'Orion, de nombreuses étoiles et même des disques planétaires se forment. Elles brillent selon le phénomène de fluorescence. Excités par le rayonnement ultraviolet d'étoiles brillantes, les atomes du gaz émettent de la lumière. La couleur émise est alors liée au type d'atome. L'hydrogène, qui est nettement majoritaire dans les nébuleuses, émet majoritairement dans le rouge, tout comme le soufre. L'oxygène, quant à lui, émet dans le vert.
Bien que notre œil distingue particulièrement mal les couleurs la nuit, la grande nébuleuse d'Orion fait exception à cette règle. Ces contrastes permettent aux observateurs de distinguer aisément les couleurs de la nébuleuse. À première vue, à l'aide de jumelles, la nébuleuse d'Orion se distingue comme un petit nuage au sein des étoiles de l'épée d'Orion. Dès lors qu'elle est observée dans une lunette de 60 à 80 mm d'ouverture, sa région centrale laisse deviner une couleur tirant vers le vert. La teinte jade s'intensifie dès lors qu'on l'observe avec un télescope plus puissant. Quant au rouge, il demeure indistinguable car notre œil est aveugle à cette couleur la nuit. L'accumulation de gaz sur des dizaines de milliers de milliards de kilomètres confère à la nébuleuse d'Orion une apparence dense, mais ce n'est qu'une illusion. La nébuleuse d'Orion est connue depuis la plus haute antiquité. Les astronomes l'observent au télescope depuis près de 4 siècles. Comme pétrifié depuis la nuit des temps, rien en apparence n'a jamais bougé au sein de cet immense nuage interstellaire. Mais c'est seulement la distance énorme de la nébuleuse, soit près de 1500 années-lumière, qui nous rend insensibles, depuis la Terre, à ces violentes perturbations. Cette nébuleuse est l'une des plus grandes de notre Voie lactée. Elle s'étend sur 24 années-lumière de diamètre. Sa masse est 2000 fois plus massive que notre Soleil. Et pourtant, malgré toute cette immensité, elle demeure presque vide. À peine quelques centaines d'atomes sont présentes par centimètre cube. La nébuleuse d'Orion est illuminée par 4 étoiles supergéantes, formant un astérisme permettant d'identifier le trapèze d'Orion. Chacune d'elles brille 100 000 fois plus que le Soleil. Leur puissant rayonnement ultraviolet chauffe le gaz et le rend luminescent. Par conséquent, les nuées d'hydrogène se parent d'une robe rose flamand et les voiles d'oxygène émettent une radiation dans le vert. Ces 4 étoiles supergéantes ne font pas que de la lumière. Elles provoquent un puissant vent stellaire soufflant à plus de 100 000 km/h. L'espace est violemment balayé, emportant des nuées telles des nuages d'orage. Le gaz qui est compressé devient alors plus dense et la gravitation se met en œuvre. Des petits globules de gaz et de poussière se forment. Ils mesurent quelques dizaines de milliards de kilomètres et ressemblent à des œufs qui s'aplatissent sur eux-mêmes sous l'effet de leur propre poids. Avec leur effondrement, le gaz et la poussière qui les composent sont mis en rotation. Au cœur de ces astres, une étoile naît. Sous forme de sphère gazeuse de plus en plus dense et chaude, après avoir attiré à elle la matière, elle s'extirpe doucement, la souffle autour d'elle et se met à briller. Les 4 étoiles du trapèze d'Orion sont nées ainsi il y a maintenant environ 200 000 ans. En soufflant autour d'elles le gaz qui les a fait naître, elles ensemencent l'espace et entraînent la naissance de nouvelles étoiles. Le phénomène d'émission permet d'étudier les nébuleuses grâce à des filtres sélectifs qui écartent certaines raies du spectre. Les nébuleuses planétaires arborent des couleurs vives et des formes très structurées. Elles sont associées à la mort des étoiles de faible masse, comme le Soleil. Les nébuleuses planétaires sont produites par l'expulsion lente de gaz à partir des couches superficielles de l'atmosphère d'une étoile en fin de vie. Toutes les étoiles de masse équivalente ou inférieure au Soleil finissent leur vie en éparpillant les couches supérieures de leur atmosphère dans le milieu qui les entoure. La matière prend une forme de disque relativement régulière qui fait penser à une planète. En effet, à l'époque des premières observations de William Herschel, il observe la petite étoile qui demeure visible au centre de la nébuleuse entourée d'un disque pâle qui donne, à tort,
l'impression qu'une planète est en train de naître. Les étoiles de masse plus importantes produisent également des injections lors de leur mort, mais celles-ci sont beaucoup plus brutales. Elles vont ainsi exploser en supernova et former un rémanent de supernova, ou SNR en abrégé. Les nébuleuses planétaires et les SNR peuvent parfois être confondus, mais leurs différences sont pourtant nombreuses. De nombreuses nébuleuses planétaires sont facilement accessibles aux astronomes professionnels et amateurs depuis la Terre. Parmi elles, on retrouve la nébuleuse de la Lyre, M57, la nébuleuse Dumbbell, M27, la nébuleuse de la Rosette, NGC 2237-9, la nébuleuse du Hibou, M97, ou encore la nébuleuse Helix NGC 7293. La découverte de ce type de nébuleuse est tout à fait à la portée des astronomes amateurs. 139 candidates nébuleuses planétaires ont été proposées et une vingtaine a été confirmée. La nébuleuse de la Lyre est la plus représentative des nébuleuses planétaires. Cet astre apparaît comme une magnifique couronne qui entoure l'étoile en train de s'éteindre. Le cœur de l'étoile est totalement mis à nu et brille encore en illuminant le gaz autour de lui. La naine blanche qui se situe au centre de la nébuleuse de la Lyre atteint 100 000 degrés Celsius. En comparaison, le Soleil en atteint 5500. Elle possède des extensions beaucoup plus étendues que l'anneau principal, certainement le résultat d'éjection de matière par l'étoile qui date d'avant la formation de la nébuleuse elle-même. Les nébuleuses planétaires donnent des renseignements sur la constitution de l'étoile, mais aussi sur la date à laquelle elle a expulsé la matière en calculant la vitesse d'expansion des gaz. Le dynamisme impressionnant des nébuleuses planétaires se traduit, dans certains cas, par un gaz qui se déplace à une vitesse de 1000 à 5000 km par seconde. Cela provoque des ondes de choc et des zones de turbulence exceptionnelles. Une fois que l'étoile a éjecté jusqu'à 35% de son enveloppe, elle termine sa vie sous forme d'étoile naine. Une des nébuleuses planétaires les plus proches de la Terre est la nébuleuse Dumbbell M27. Elle se situe à une distance d'environ 650 années-lumière et son explosion s'est produite il y a environ 12 700 ans. La nébuleuse Dumbbell est la première nébuleuse planétaire découverte. Elle se caractérise par une forme originale en 2 lobes lumineux qui lui confèrent un aspect de bâton de cloche, d'altère ou encore de trognon de pomme. Cette structure est qualifiée de bipolaire et se retrouve dans d'autres nébuleuses planétaires, mais jamais de façon aussi prononcée. Cette forme caractéristique asymétrique se serait mise en place un peu avant la mort de l'étoile, alors que l'astre en fin de vie a soufflé son atmosphère dans 2 directions différentes. M27 est l'une des plus vastes nébuleuses planétaires du ciel. Son ancienneté fait qu'elle s'est beaucoup étendue. Bien qu'elle demeure invisible à l'œil nu, la nébuleuse Dumbbell peut être facilement identifiable à travers des jumelles. On peut alors deviner sa forme en altère. La majorité des nébuleuses planétaires ne contiennent qu'une seule étoile, mais quelques-unes d'entre elles contiennent un système binaire. En général, ce système se constitue d'une étoile bleue très chaude, de classe O, et d'un compagnon plus froid, de classe A. Le couple est rarement visible, puisqu'ils sont serrés l'un contre l'autre. L'étoile bleue émet principalement en UV, alors que sa compagne émet dans le spectre visible, ce qui empêche l'observation de l'étoile à la source de l'excitation.
Parmi les nébuleuses planétaires à double noyau, on retrouve NGC 3132, NGC 1514 ou encore la nébuleuse du Boomerang. Cette dernière est à l'heure d'aujourd'hui le lieu le plus froid de l'univers. Située à 5000 années-lumière de la Terre, au sein de la constellation du Centaure, sa température est de 1 K, soit l'équivalent d'une température inférieure à moins 272 degrés Celsius. Elle est plus froide que le fond diffus cosmologique et l'unique objet naturel connu dans ce cas. Mais quelles sont les raisons qui lui ont permis d'atteindre cette température si froide ? Au sein de cette nébuleuse demeure une étoile 4 fois plus massive que le Soleil. Mais cette dernière cache un secret. Il y a 3500 ans, elle a été le résultat de la fusion de 2 autres étoiles. Sans cette fusion, le gaz de la nébuleuse n'atteindrait pas aujourd'hui des températures aussi extrêmes. En effet, si la nébuleuse du Boomerang affiche une température si basse, c'est parce que son gaz est expulsé en quantité très importante et à une vitesse extrêmement rapide. Une équipe d'astronomes a pris en compte la vitesse d'expansion de l'enveloppe, qui est de 150 km par seconde, soit une vitesse 10 fois plus importante que ce qu'expulse généralement une géante rouge. Les scientifiques démontrent que la seule façon de produire une telle quantité de gaz à une telle vitesse serait l'utilisation d'une énergie provenant de l'interaction de 2 étoiles. La géante rouge aurait piégé dans son enveloppe, il y a quelques milliers d'années, une compagne. L'interaction des 2 étoiles a produit une impétueuse éjection de matière. La nébuleuse arbore désormais une forme de sablier de 20 000 unités astronomiques de longueur. Cette forme particulière est due au jet produit par l'étoile centrale, qui vient refouler localement le gaz froid. Une autre nébuleuse planétaire contenant un système binaire qui pousse l'admiration par sa forme merveilleuse est la nébuleuse PN M2-9, surnommée la nébuleuse du papillon, ou encore la nébuleuse des jets jumeaux. Cette nébuleuse se caractérise par une complexité surprenante qui prend la forme de 2 ailes autour d'un cœur. Ce dernier se compose de 2 vieilles étoiles qui changent d'apparence et modifient leur état pour devenir des naines blanches. Leur disparition totale ne se produira que dans quelques milliards d'années. En attendant, elles ne cessent de surprendre avec leurs dessins somptueux. Située à environ 4000 années-lumière de la Terre, dans la constellation d'Ophiuchus, la nébuleuse du papillon tient l'origine de ses ailes grâce aux 2 étoiles de masse équivalente qui émettent 2 grandes étendues de gaz. La plus petite du duo possède une masse comprise entre 0,6 et 1 fois la masse du Soleil et est déjà une naine blanche. Sa compagne aurait une masse estimée entre 1 et 1,4 fois la masse du Soleil. Elle a déjà relâché ses couches externes. L'expansion du gaz qui dessine ses fascinantes ailes de papillon aurait commencé il y a environ 1200 ans. La nébuleuse contient, à l'intérieur d'une coquille de gaz, 2 jets qui expulsent de la matière à la vitesse de plus d'1 million de km/h. Les scientifiques ont également récemment découvert qu'un disque de gaz 15 fois plus grand que l'orbite de Pluton entoure les 2 étoiles. Il s'avère que l'étoile, ayant déjà pris la forme d'une naine blanche, est en train de dépouiller sa compagne sur le déclin. NGC 1514, également appelée la nébuleuse de la boule de cristal, est une nébuleuse planétaire qui se situe dans la constellation du Taureau, à environ 800 années-lumière de la Terre.
C'est l'astronome William Herschel qui l'a découverte en 1790. Cette nébuleuse se caractérise par sa forme en paire d'anneaux. Cette double structure s'explique par la présence d'un système binaire d'étoiles vieillissantes au centre de la nébuleuse. Concrètement, elle apparaît sous la forme d'une double coquille qui se compose d'une enveloppe très brillante au centre et d'une plus mince à l'extérieur. Au centre de la nébuleuse, les deux étoiles tournent autour d'un centre de gravité commun, selon une période de 4 à 9 jours. NGC 6302, la nébuleuse de l'insecte, ou comme M2-9, elle est aussi surnommée nébuleuse du papillon, ou encore Caldwell 69, est une nébuleuse planétaire bipolaire dont la structure est une des plus complexes jamais observées dans une nébuleuse planétaire. Elle se situe à environ 3500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Scorpion. En vieillissant, les étoiles peuvent prendre des structures parfois similaires à des fleurs ou à des insectes. C'est ce qui arrive à la nébuleuse de l'insecte, qui arbore une envergure de 3 années-lumière. Son étoile centrale, en fin de vie, affiche une température de plus de 200 000 degrés Celsius, ce qui suggère qu'elle était à l'origine très grande. La naine blanche arbore une masse d'environ 0,64 fois celle du Soleil. Elle s'entoure d'un disque dense fait de gaz et de poussière. C'est ce même disque qui est à l'origine de la structure bipolaire qui apparente la nébuleuse à un sablier. La nébuleuse de l'insecte se constitue de 2 lobes primaires. Une large bande sombre traverse le milieu de la nébuleuse et plonge l'étoile centrale dans l'obscurité sur toutes les longueurs. Cette bande est d'une composition chimique exceptionnelle. Les scientifiques ont pu détecter des cristaux de glace, de quartz et de nombreux silicates. La caractéristique de la nébuleuse réside dans le fait qu'elle est composée de minéraux riches en oxygène, ainsi que de minéraux riches en carbone. Dans la plupart des cas, ces minéraux ne coexistent pas. Les étoiles sont à la base riches de l'un ou de l'autre et le passage du premier état au deuxième se fait lorsque l'étoile vieillit. Cela suggère que les molécules hydrocarbonées de la nébuleuse de l'insecte se sont constituées dans un milieu riche en oxygène. La nébuleuse de l'insecte est sujette à d'étranges projections de matière dans la partie représentant ses ailes. Ces jets sont projetés à plus de 1000 km par seconde et de façon asymétrique. Ils se croisent et forment des structures désordonnées. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que ces éjections pourraient être dues à la fusion de la naine blanche centrale avec une autre étoile. Mais faute de visibilité au centre de la nébuleuse, cette hypothèse n'est pour l'instant pas confirmée. Une supernova définit l'ensemble des phénomènes résultant de la gigantesque explosion d'une étoile en fin de vie. Pendant un temps, la supernova peut briller plus fort qu'une galaxie entière composée de milliards d'étoiles. Depuis la Terre, la supernova ressemble à une étoile nouvelle, alors qu'elle est en fait le signe de la disparition d'une étoile. La supernova à effondrement de cœur est caractérisée par une étoile massive qui arrête de produire de l'énergie lors de la fusion nucléaire dans son cœur. Elle s'effondre alors sous sa propre pesanteur. La supernova thermonucléaire se produit, quant à elle, lorsqu'une naine blanche a suffisamment stocké de matière provenant d'une étoile compagne, jusqu'à atteindre une masse critique qui provoque une explosion thermonucléaire. L'étoile qui explose est totalement détruite, alors que l'étoile compagne peut dans certains cas survivre. Lorsque la supernova explose,
une énorme quantité d'éjecta est expulsée, de l'ordre de plusieurs masses solaires, à une vitesse allant jusqu'à 10 000 km par seconde. Le front de choc résultant de l'expansion rapide de cette matière dessine la partie visible du rémanent. Les rémanents de supernova se définissent par la structure produite par les éjecta de la supernova en expansion. De nombreux rémanents conservent longtemps une forme régulière, selon qu'ils possèdent une source d'énergie interne, comme un pulsar central, ou pas. Afin de mieux comprendre les rémanents de supernova, levons les yeux au ciel. Sur le fond stellaire de la Voie lactée, une jolie tache grisée apparaît à travers une petite lunette de 60 mm. Il suffit de se munir d'un télescope de 100 à 200 mm afin d'entrevoir une forme en S, bien délimitée. Avec un instrument encore un peu plus puissant, il est possible de distinguer les filaments gazeux flottés dans le ciel. Il s'agit de l'un des exemples les plus connus et les plus étudiés de rémanents de supernova, Messier 1, ou la nébuleuse du Crabe, située à environ 6300 années-lumière de la Terre. Cette nébuleuse nous rappelle qu'une supernova a explosé à cet endroit précis en l'an 1054, dans la constellation du Taureau. En juillet 1054, des astronomes chinois aperçoivent une nouvelle étoile dans la constellation du Taureau. Ils la nomment étoile invitée. Cependant, sa brillance va s'intensifier au point qu'elle surpasse celle de Vénus. Elle demeure visible pendant 3 semaines, en plein jour, avec une magnitude comprise entre -3 et -5, et apparaît durant 2 ans pendant la nuit. Environ 7 siècles plus tard, en 1758, l'astronome et célèbre chasseur de comètes Charles Messier, alors qu'il cherche sur la voûte céleste la comète de Halley, aperçoit une petite nébuleuse dans la constellation du Taureau. Il lui donne le numéro 1. Ce n'est qu'en 1928 qu'Edwin Hubble fait le lien entre la fameuse étoile invitée de 1054 et cette nébuleuse Messier 1. Cette dernière est surnommée la nébuleuse du Crabe en référence au gaz en expansion libéré par la supernova. Elle poursuit sa croissance à une vitesse de 1500 km par seconde. Ces débris formant la nébuleuse se constituent d'hélium et d'hydrogène ionisé et affichent une température supérieure à 10 000 degrés Celsius. Elle se diluera dans le cosmos au cours des prochains millénaires. La nébuleuse du Crabe possède un pulsar en son centre, nommé le pulsar du Crabe. Il tourne sur lui-même une trentaine de fois par seconde. Ce pulsar émet 200 000 fois plus d'énergie que le Soleil. C'est le pulsar le plus énergétique connu. Son diamètre est estimé entre 28 et 30 km. Il est responsable de l'éclairement central de la nébuleuse. La nébuleuse se situe à proximité immédiate du plan de l'écliptique, ce qui fait d'elle une source de radiation intéressante pour l'étude d'autres corps célestes. Grâce à l'observation de ces ondes radio ou de ces rayons X, il est possible de mesurer et d'étudier d'autres objets situés à proximité. Les bulles de Wolf-Rayet sont situées autour des étoiles de type Wolf-Rayet. Ces dernières se définissent comme des étoiles chaudes, arborant des masses équivalentes à des dizaines de fois celles du Soleil. Elles se caractérisent par le fait que, durant une phase relativement brève à la suite de la séquence principale, elles éjectent la matière qui se situe autour de leur noyau sous forme de vent stellaire très violent. Le noyau est alors mis à nu et explose en supernova.
Les bulles de Wolf-Rayet particulièrement actives émettent d'énormes quantités de gaz à la suite des réactions thermonucléaires qui ont lieu en leur cœur. Les deux plus célèbres à l'heure actuelle sont la nébuleuse du Croissant, NGC 6888, et la nébuleuse du Casque de Thor, NGC 2359. La nébuleuse du Croissant, NGC 6888, se situe dans la constellation du Cygne, à environ 5000 années-lumière de la Terre. Cette région est particulièrement réputée pour sa richesse en nébuleuses. L'étoile Wolf-Rayet WR136, située en son centre, provoque des vents stellaires violents poussant la matière éjectée. Cette bulle cosmique d'environ 25 années-lumière de diamètre dresse un splendide portrait de la nébuleuse au travers des télescopes. Les structures de la nébuleuse du Croissant sont les conséquences de l'interaction entre le vent fort et la matière éjectée dans le passé. Cette étoile approche de la fin de sa vie et devrait finir par exploser en supernova. La nébuleuse du Casque de Thor, NGC 2359, est une nébuleuse qui se situe dans la constellation du Grand Chien, à environ 15 000 années-lumière du système solaire. Elle arbore la forme particulière d'une bulle soufflée par une étoile massive et munie de filaments complexes. L'étoile Wolf-Rayet WR7, qui se situe en son centre, est extrêmement chaude. La nébuleuse arbore une magnifique couleur vert émeraude, du fait des fortes émissions des atomes d'oxygène qui se trouvent dans le nuage. Les nébuleuses par réflexion sont définies par des nuages de poussière qui reflètent la lumière d'une ou de plusieurs étoiles se trouvant à proximité. Ces étoiles sont assez lumineuses pour rendre la poussière visible, mais pas assez chaudes pour ioniser le gaz. Les nébuleuses par réflexion sont des hauts lieux de formation d'étoiles. La nébuleuse par réflexion la plus connue et la plus étudiée est celle qui entoure l'amas des Pléiades, également connue sous le nom M45. L'amas des Pléiades est une figure céleste connue depuis au moins le Néolithique. Son apparition dans le ciel du matin annonçait à l'époque la période des moissons. Bien qu'une petite quantité d'étoiles seulement soit visible à l'œil nu, cet amas est extrêmement riche et en renferme plusieurs milliers au total. L'amas des Pléiades est âgé d'environ 100 millions d'années et les astronomes estiment qu'il devrait se disperser dans la Voie lactée d'ici 200 à 300 millions d'années du fait de sa faible compacité. La nébuleuse bleue qui entoure cet amas fait la beauté des photographies. Les nébuleuses en émission et par réflexion forment le groupe des nébuleuses diffuses et se distinguent par leurs émissions lumineuses. À l'inverse, on retrouve les nébuleuses obscures. Ces dernières sont des régions dans lesquelles les poussières du milieu interstellaire se concentrent en immenses nuages qui apparaissent dans des régions dépourvues d'étoiles. Elles sont visibles lorsqu'elles obscurcissent une partie d'une nébuleuse en émission ou de réflexion. Depuis que les hommes ont décidé de s'intéresser au ciel, ils ont pu observer au sein des régions de grande densité stellaire des taches sombres qui paraissent dépourvues d'étoiles. Ils ont alors émis deux hypothèses. Soit ces zones sombres correspondent à la répartition des étoiles, soit elles représentent des masses obscures apparaissant comme des écrans opaques. La première conception a rapidement été évincée après l'étude sur la répartition céleste des objets, puisqu'il est peu probable qu'il existe sur des longueurs de plusieurs milliers de parsecs d'immenses tuyaux vides d'étoiles. Il n'est ainsi pas surprenant qu'il existe des superpositions de nuages obscurs.
De nombreux objets nébuleux connus présentent des marques d'absorption qui se traduisent comme des petits globules noirs ou encore de minces filaments opaques. La densité de ces nébuleuses obscures empêche le passage de la lumière. La Voie lactée est étudiée de fond en comble depuis l'invention du télescope. Il a ainsi été mis en évidence environ 200 régions dans le ciel qui paraissent dépourvues d'étoiles. En réalité, elles contiennent des nébuleuses obscures contenant des étoiles incapables de les illuminer. La matière est ainsi condensée et opaque au rayonnement et se positionne devant des régions fortement lumineuses de la Voie lactée. Pour étudier ces nébuleuses obscures, il faut s'éloigner le plus possible de la pollution et des lumières artificielles. En leur sein, une infime partie de la lumière incidente traverse la barrière de matière que forment les nuages. Leur constitution en fait de véritables pièges à rayonnement. Les astronomes ont donc utilisé des techniques dérivées, comme l'infrarouge ou la radio, afin de les observer. Notons que l'épaisseur de ces nuages sombres peut atteindre jusqu'à 150 années-lumière. Lorsque les nuages obscurs ne sont ni trop épais ni trop denses, les techniques infrarouges sont capables de les pénétrer et d'observer les objets qui se situent derrière eux. Les nébuleuses obscures font partie des corps les plus froids et les plus vastes de notre galaxie. Elles se constituent d'hydrogène moléculaire et de diverses poussières dont les grains, mélange de silicates, de graphite, de glace et de divers métaux ferreux, confèrent une opacité suffisante. De plus, ces nébuleuses se distinguent par leur épaisseur. Les plus grandes d'entre elles peuvent contenir jusqu'à 100 masses solaires de poussière. Un des cas qui illustre le plus ce type de nébuleuse est le sac à charbon. Cette grande nébuleuse obscure occupe sur la voie céleste une surface équivalente à une trentaine de pleines lunes. On la retrouve à 600 années-lumière, dans la constellation de la Croix du Sud, au sein de laquelle il se découpe devant des pans lumineux de la Voie lactée. C'est en 1499 que l'explorateur espagnol Vicente Yanes Pinzón a repéré cette tache sombre pour la première fois. Il fut le navigateur et commandant de la Niña, l'un des 3 bateaux qui accostèrent en Amérique pour la première fois sous le commandement de Christophe Colomb. La nébuleuse fut surnommée le nuage sombre de Magellan, du fait de son opacité et en comparaison aux 2 nuages de Magellan bien lumineux. À l'œil nu, depuis l'hémisphère austral, le sac à charbon se repère tapi contre les étoiles de la Croix du Sud. Avec des jumelles, on le repère grâce à ses contours irréguliers. Cette nébuleuse noire comme du charbon est tellement vaste qu'elle ne tient pas en entier dans le champ d'un télescope. Néanmoins, un tel instrument permet d'observer un des plus beaux amas d'étoiles qui se situe à proximité. On le nomme la boîte à bijoux, parce que ces astres sont comparés à des pierres précieuses scintillantes. La nébuleuse obscure de la tête de cheval, également nommée Barnard 33, se situe dans l'une des régions les plus jeunes du ciel, la constellation d'Orion. À la fin du mois de décembre, durant le solstice d'hiver, l'hémisphère de la Terre obscurci par la nuit se retrouve face à une région stellaire de notre galaxie. Des étoiles, toutes plus belles et brillantes les unes que les autres, illuminent la Voie lactée, tels des rubis, des diamants et des saphirs. La plus lumineuse et la plus proche est Sirius. 100 fois plus loin, on retrouve la supergéante Rigel qui dessine avec Bételgeuse, Bellatrix et Saïf la constellation d'Orion. Non loin du centre de cette dernière, on peut, avec patience et persévérance,
débusquer la nébuleuse de la tête de cheval, qui se trouve juste en dessous de l'étoile Alnitak. Ici, d'immenses nuées de gaz donnent naissance à de nouvelles étoiles. Cette nébuleuse se compose de gaz et de poussières interstellaires que la lumière est incapable de traverser. Elle est par conséquent invisible à l'œil nu. Sa forme de tête de cheval est causée par la présence d'un nuage dense de gaz et de poussière. À la base de la tête, il y a de jeunes étoiles en cours de formation. La nébuleuse de la tête de cheval mesure environ 7 années-lumière et se situe à près de 1500 années-lumière de nous. Elle ne rayonne pas et est très dense et froide. Certaines nébuleuses sont dites chaotiques, car elles présentent l'originalité d'être en émission, par réflexion et obscures en même temps. Les gaz qu'elles contiennent prennent des apparences très variées, et le milieu est perturbé. On retrouve par exemple la nébuleuse du Sorcier, nommée NGC 7380, la nébuleuse IC 1318, ou encore la nébuleuse de l'Amérique du Nord, NGC 7000. À proximité de Deneb, l'étoile la plus brillante du cygne, se situe la nébuleuse de l'Amérique du Nord, NGC 7000, dans la constellation du Cygne. Elle est accompagnée de près par une nébuleuse voisine, surnommée le Pélican, IC 5070. La masse de gaz contenue dans ces deux nébuleuses est estimée à 5000 masses solaires. À elles deux, elles forment la partie visible d'un immense nuage d'hydrogène. Les scientifiques pensaient que l'étoile supergéante Deneb, qui se situe à proximité, leur procurait l'énergie nécessaire pour briller par fluorescence. Il s'avère que cette étoile n'est pas assez chaude du haut de ses 8230 degrés Celsius et que la nébuleuse doit être chauffée par une étoile d'une température supérieure à 30 000 degrés Celsius. De plus, Deneb se trouve trop loin du complexe nébuleux. L'étoile ionisante se trouve en réalité à l'arrière de la nébuleuse. Sa température de surface dépasse les 40 000 degrés Celsius et elle appartient à un système binaire. La lumière émise découpe les contours des nuages de manière à nous rappeler, depuis la Terre, le continent nord-américain. Le mur du Cygne est une région qui évoque le Mexique et l'Amérique centrale. C'est dans cette région de la nébuleuse que se trouve le plus haut taux de formation d'étoiles. La nébuleuse de l'Amérique du Nord n'est perceptible que dans un excellent ciel. Bien qu'elle émette une lumière non négligeable de magnitude 5, elle s'étend sur une surface si vaste qu'elle apparaît difficilement. Elle recouvre une région plus vaste que 10 fois celle de la pleine Lune. La nébuleuse du Sorcier, NGC 7380, a été surnommée ainsi du fait que, vue de profil, ses contours évoquent la figure d'un sorcier. En partant du haut, on peut en effet distinguer son chapeau, son œil, son nez, sa bouche et sa longue barbe. Cette nébuleuse est située dans la constellation de Céphée, à environ 8000 années-lumière de la Terre. Elle est entourée d'un amas ouvert. La nébuleuse et l'amas forment un environnement favorable à la naissance de nouvelles étoiles et à la création de nouvelles planètes. La nébuleuse du Sorcier n'est pas facilement identifiable sur la voûte céleste. Il faut tout d'abord de très bonnes conditions d'observation, mais également l'utilisation d'instruments précis, comme un télescope avec un diamètre d'au moins 200 mm. La nébuleuse IC 1318, elle aussi surnommée nébuleuse papillon, se situe, quant à elle, dans la constellation du Cygne.
Cette nébuleuse brillante en émission possède en son centre une nébuleuse obscure. Sa forme d'accent circonflexe apparaît distinctement sur les photographies. Une autre catégorie a également été décrite depuis 1976. Il s'agit des nébuleuses du flux intégré, ou IFN. Une nébuleuse de flux intégré est uniquement illuminée par le halo lumineux qu'émet l'ensemble de la galaxie qu'elle habite, ce qu'on appelle le flux intégré. Ce type de nébuleuse a été observé au sein de la Voie lactée. Ces nuages se composent de poussière présente dans le milieu interstellaire, à toutes les latitudes galactiques. Leurs couleurs ressortent sur les photographies à très longue pause, mais n'apparaissent pas aux jumelles ni au télescope, sauf si l'optique est très lumineuse et que le lieu d'observation est à l'abri de toute lumière artificielle. Les nébuleuses les plus connues doivent leur succès d'étude en raison de leur proximité avec la Terre. En effet, les astronomes, qu'ils soient professionnels ou amateurs, choisissent des objets facilement accessibles et à la portée de leurs instruments. Au sein de la Voie lactée, la plupart des nébuleuses observées se situent près du Soleil, dans un rayon de 5000 années-lumière, entre le bras d'Orion et le bras du Carène Sagittaire. Il est compliqué de repérer des nébuleuses en direction du bulbe galactique, car les étoiles et les nuages de poussière y sont beaucoup trop denses. Quant au reste de l'univers, au-delà de la Voie lactée, il contient également d'étonnantes nébuleuses. En dehors de la Voie lactée, il est difficile d'identifier des nébuleuses individuelles spécifiques avec la même notoriété que celle de notre propre galaxie. Il existe néanmoins certaines régions nébuleuses et complexes dans d'autres galaxies qui sont bien connues des astronomes et des passionnés d'astronomie. On ne retrouvera pas forcément de nébuleuses planétaires individuelles comme celle de la Voie lactée. La galaxie elle-même peut contenir diverses régions nébuleuses dues à des processus de formation stellaire. Les observations spécifiques et les découvertes peuvent varier au fil du temps en raison des progrès de l'astronomie et de l'imagerie. La brillance des nuages de Magellan est comparable à celle de la Voie lactée. Dans l'hémisphère sud et en l'absence de pollution lumineuse, ils apparaissent tous deux distinctement sans avoir besoin d'instruments d'observation. Dès lors que l'on s'équipe de jumelles, leur forme caractéristique ressort nettement. La galaxie du Grand Nuage mesure l'équivalent de 20 pleines lunes alignées bout à bout. La galaxie du Petit Nuage est, quant à elle, 3 fois plus petite. Les nuages de Magellan représentent les 2 plus grandes galaxies satellites de la Voie lactée. Le Grand Nuage se trouve à une distance de 160 000 années-lumière du Soleil et le Petit Nuage à 200 000 années-lumière. Bien qu'elles ne soient pas les plus proches de la Voie lactée, les galaxies des nuages de Magellan restent toutefois les plus facilement observables. Il s'agit certainement d'anciennes galaxies spirales barrées, déformées par l'attraction gravitationnelle de la Voie lactée. La galaxie du Petit Nuage contient environ 3 milliards d'étoiles, alors que la galaxie du Grand Nuage en contient 10 fois plus. Au sein de ce dernier, on retrouve une des plus grandes nébuleuses connues dans l'univers, la nébuleuse de la Tarentule. Une vaste tache de brouillard interstellaire s'affiche au sein du Grand Nuage de Magellan. C'est la nébuleuse de la Tarentule, également nommée NGC 2070.
En voyant les images de cette nébuleuse, on comprend immédiatement ce qui incita à comparer ce tentaculaire mélange de gaz et d'étoiles à une araignée. Située à 160 000 années-lumière de la Terre, la nébuleuse de la Tarentule nous paraît plutôt modeste. Mais c'est son éloignement qui est trompeur. Si la Tarentule était aussi proche de nous que la nébuleuse d'Orion, elle couvrirait le quart de notre ciel et serait visible même en plein jour. Au sein de ce gigantesque labyrinthe gazeux demeurent quelques-unes des étoiles les plus massives que l'on connaisse. Telle une colossale matrice d'étoiles, la nébuleuse de la Tarentule dépasse les 1800 années-lumière de diamètre. C'est la plus grosse nébuleuse connue à ce jour. Son taux de formation d'étoiles est plus important que dans n'importe quelle région de la Voie lactée. À l'abri de toute pollution lumineuse, la nébuleuse apparaît comme une petite tache brillante à proximité immédiate du grand nuage de Magellan. Sa magnitude, proche de 5, la rend facilement visible à l'œil nu. Au cœur de la nébuleuse se trouve un ensemble dense d'étoiles jaunes qui produisent le rayonnement ultraviolet ionisant le gaz alentour. C'est ce qui rend la nébuleuse visible. Cet amas d'étoiles est nommé R136A. Ce dernier comprend l'étoile la plus massive jamais observée. R136A1 bat sans conteste le Soleil sur tous les plans. Elle serait comparativement environ 30 fois plus large, 8 millions de fois plus lumineuse et affiche une température de surface 10 fois plus élevée que lui. Une grande quantité d'étoiles en phase de formation stellaire se trouve dans la nébuleuse. Il s'avère que la formation des étoiles au sein de cette nébuleuse est assez différente de celle qui se produit dans les autres galaxies, comme la Voie lactée. Les scientifiques ont découvert que les régions de formation d'étoiles au sein de la nébuleuse de la Tarentule produisent des étoiles à un rythme effréné, bien plus important que celui de la Voie lactée. Ces découvertes apportent de nouvelles données sur l'histoire de la création stellaire. La composition chimique de la Tarentule est similaire à certaines régions de formation d'étoiles qui existaient alors que l'univers était tout jeune, âgé seulement de quelques milliards d'années. Ce sujet d'étude continue d'intéresser les scientifiques afin d'en savoir encore plus sur cette nébuleuse. La nébuleuse de la Tarentule émet une lumière rougeâtre qui est due à l'excitation de l'hydrogène. Les puissants rayonnements lumineux des étoiles géantes brûlent le gaz avec une telle intensité qu'elles finissent par exploser en supernova. C'est en bordure de la nébuleuse de la Tarentule qu'en 1987, une supernova visible à l'œil nu a illuminé le ciel, laissant derrière elle un rémanent désormais bien connu et toujours observé. En 1987, la galaxie du Grand Nuage de Magellan fut le siège de la plus brillante des supernovas enregistrées au cours des 400 dernières années. Une étoile de masse équivalente à 20 masses solaires explose. SN 1987A est la première explosion de supernova qui fut observée durant le XXe siècle à l'œil nu, loin de toute pollution lumineuse. Elle a ensuite pu être observée en continu dans tous les domaines exploitables du rayonnement électromagnétique. Cette supernova est l'un des objets les plus importants de l'astronomie, car c'est la première fois que l'étoile progénitrice est connue avant l'explosion. Le phénomène s'est produit la nuit du 23 février 1987, à environ 165 000 années-lumière de la Terre. Il s'agit de la supernova la plus proche observée en dehors de notre galaxie.
Environ 3 mois plus tard, en mai, sa luminosité atteint son maximum, avec une magnitude apparente équivalente à environ +3, pour ensuite décliner les mois suivants. L'étoile progénitrice est une supergéante bleue, d'une masse initiale d'environ 20 masses solaires. Elle est nommée Sundulik-69°202A et s'est formée il y a 10 millions d'années. Les scientifiques furent étonnamment surpris que ce soit une supergéante bleue et non une rouge, puisqu'à cette époque, ils considéraient que seules ces dernières évoluaient en supernova. Grâce au télescope Hubble, les scientifiques ont pu analyser Sundulik-69°202A et ont déduit qu'elle avait dû passer au stade de supergéante rouge à supergéante bleue avant l'explosion. En effet, 3 anneaux de gaz gravitent autour de SN 1987A, qui date de 20 000 ans avant l'explosion. L'étoile a dû perdre de la masse avant son explosion, ce qui explique son changement de type. Ces anneaux ont adapté une morphologie bien particulière. Les 2 anneaux extérieurs prennent une forme de sablier, alors qu'un anneau intérieur, plus petit, forme le col. Cette caractéristique peut être liée aux violents vents solaires qui ont pu sculpter cette forme extraordinaire. Les 2 anneaux extérieurs ont également pu être illuminés par le gaz éjecté dans la supernova. Le rémanent de la supernova est depuis toujours visible. Il est l'objet d'observations intensives, puisque c'est le plus jeune rémanent connu. Toutes ces années d'observation de SN 1987A ont une valeur immense. Les données permettent aux scientifiques de mieux comprendre les dernières étapes de l'évolution des étoiles. Les supernovas ont une importance non négligeable dans l'histoire de l'univers. Elles expulsent les éléments qui se forment au cœur des étoiles, comme le fer, l'oxygène, l'azote ou encore le carbone. Selon la force de cette explosion, cela peut également alimenter en énergie les nuages de gaz et participer à la naissance de nouvelles étoiles. En étudiant la supernova 1987A depuis son explosion, les astronomes comprennent mieux les toutes premières étapes de la dispersion du rémanent, ainsi que les effets que cela provoquera sur l'environnement de la supernova. La nébuleuse du Homard est située dans la plus petite des galaxies naines du nuage de Magellan. Elle s'étend sur environ 400 années-lumière et se situe à environ 5500 années-lumière de la Terre. Une lueur bleue, provenant de l'émission d'hydrogène gazeux ionisé, entoure cette région de formation stellaire. La nébuleuse environnante se dessine comme un mélange de gaz, de poussière sombre, d'étoiles en formation et d'étoiles nouvellement nées. Cette architecture complexe est due aux interactions entre les vents interstellaires, les champs magnétiques, les interactions gravitationnelles ou encore la pression des radiations. La nébuleuse du Homard abrite à proximité de son centre un amas ouvert qui contient des étoiles d'une brillance et d'une masse exceptionnelles. Il s'agit de l'amas ouvert Pis-Mis 24. Cet amas renferme de nombreuses étoiles massives. Parmi elles, Pis-Mis 24-1 affiche une luminosité qui atteint 776 000 fois la luminosité du Soleil. Sa masse approche les 300 masses solaires. Il s'agit en réalité d'un système comprenant au moins 3 étoiles. Pis-Mis 24 est l'un des sites de formation d'étoiles massifs les plus actifs. NGC 346 est une nébuleuse en émission qui est associée à un amas ouvert. Elle se situe au sein du petit nuage de Magellan, dans la constellation du Toucan.
C'est l'astronome James Dunlop qui a découvert cet ensemble en 1826. NGC 346 se situe à environ 200 000 années-lumière de nous. Cette région intense de formation d'étoiles arbore un diamètre d'environ 200 années-lumière. NGC 346 est une réelle merveille du ciel austral. En l'étudiant, les astronomes ont pu découvrir une population d'étoiles embryonnaires en formation. Ces dernières se disposent le long des bandes sombres de poussière visible. Les très jeunes étoiles continuent à s'effondrer dans leur nuage initial et émettent une lumière qui est rougie par la poussière contenue entre elles et la Terre. Cette nurserie stellaire ressemble beaucoup à celle qui demeure dans l'univers primordial. Les scientifiques estiment que 2% des 200 milliards de galaxies qui peuplent l'univers sont en interaction avec une galaxie du proche voisinage. C'est le cas de la célèbre galaxie des chiens de chasse, également appelée galaxie du tourbillon, Whirlpool en anglais, et référencée M51. Elle se situe à la distance abyssale de 23 millions d'années-lumière de nous. Messier 51 est la dénomination commune des deux astres, car à l'époque, Charles Messier ne les avait pas dédoublés. En réalité, il s'agit d'un couple de galaxies en interaction. La petite galaxie, NGC 5195, se trouve à quelques dizaines de milliers d'années-lumière derrière sa grande sœur, NGC 5194. La première est tellement déformée par l'interaction, qui dure depuis près d'1 milliard d'années, que les astronomes ne savent pas la classer. Des flambées de nouvelles étoiles jaillissent à cause de l'interaction de ces deux galaxies. Dans la plus grande des deux galaxies, pas moins de 100 nébuleuses ionisées ont été détectées. Personne ne sait comment la rencontre finira. Les deux astres vont-ils se séparer et s'éloigner, ou au contraire fusionner en une seule galaxie? L'orientation nocturne de notre planète, à l'opposé du disque galactique qui illumine les nuits d'été et d'hiver, est dirigée au printemps vers les constellations les plus pauvres en étoiles et en gaz interstellaires, comme le Lion, la Vierge, la Grande Ourse ou encore les chiens de chasse. C'est dans ces régions du ciel infinies et très transparentes, qui semblent dépourvues d'étoiles, que les astronomes se plaisent à observer dans les meilleures conditions les objets les plus lointains. Parmi eux, la spirale des chiens de chasse est une des plus brillantes et des plus belles galaxies connues. Malgré son diamètre impressionnant, de plus de 60 000 années-lumière, elle est invisible à l'œil nu. Elle est peuplée par plus de 200 milliards d'étoiles. Le couple de galaxies est lié par la force de gravitation. La structure spiralée de NGC 5194 est fortement perturbée par le passage de sa petite compagne. Le somptueux éclat de cette galaxie est dû aux forces des marées gravitationnelles engendrées par la petite galaxie. De la même façon que la Lune influence les masses océaniques de la Terre, NGC 5195 agit sur les masses de gaz de NGC 5194. Cette interaction provoque une suppression du gaz interstellaire qui se condense en étoiles nouvelles. Par conséquent, le disque spiralé de la galaxie des chiens de chasse est riche en nébuleuses. Sur des photographies très rapprochées du disque de la galaxie, on peut apercevoir sa jeunesse et sa vitalité grâce aux brillantes nébuleuses illuminées par les milliers d'étoiles supergéantes qu'elles ont fait naître il y a quelques centaines de millions d'années.
Seules sont perceptibles les étoiles, qui sont 1000 à 10 000 fois plus brillantes que le Soleil. Les milliards d'autres présentes ont un éclat trop faible pour être perçus individuellement. La galaxie spirale barrée NGC 1313 se situe dans la constellation du Réticule. Il s'agit d'une constellation de l'hémisphère sud, qui est une des plus petites et des moins lumineuses de la voûte céleste, qui contient en son sein l'un des objets célestes les plus remarquables. Cette galaxie, gravitationnellement isolée, partage quelques caractéristiques avec les galaxies des nuages de Magellan. Ses bras spiraux sont faiblement enroulés, attachés à l'extrémité de sa barre. Ils sont inégaux et laissent apparaître des globules de gaz. De plus, ces derniers ne tournent pas au centre de la barre, ce qui est également un signe que la galaxie a subi des perturbations. Sa morphologie suggère que son passé a dû être fortement mouvementé. NGC 1313 aurait eu, dans le passé, une interaction avec une galaxie plus petite. Cette galaxie très active présente un grand nombre de nébuleuses entourées par du gaz. Les bras de la galaxie présentent de nombreux lieux de formation d'étoiles et des amas ouverts de jeunes étoiles. Les radiations de toutes ces étoiles naissantes engendrent des gaz qui créent de jolis motifs de lumière et de nébuleuses sombres. NGC 1313 est une galaxie à sursaut de formation d'étoiles. Une caractéristique qui reste énigmatique puisque la galaxie demeure relativement isolée. En effet, dans la plupart de ce type de galaxies, le taux élevé de formation d'étoiles est dû à une rencontre ou même à une fusion de deux galaxies. Dans la constellation de Persée, NGC 1275 est une galaxie lenticulaire qui se situe à environ 250 millions d'années-lumière de la Terre et qui dépasse les 250 000 années-lumière de diamètre. Cette vaste galaxie se caractérise par une dynamique très complexe qui la distingue des autres. Située au cœur de l'amas de galaxies de Persée, elle baigne dans un gaz chaud et diffus qui affiche une température moyenne de quelques dizaines de millions de degrés. C'est ce gaz qui forme la plus grande partie de la masse lumineuse des amas de galaxies. La matière qui forme l'environnement est très complexe. D'un côté, le gaz chaud entraîne un refroidissement et de l'autre, le trou noir supermassif, d'une masse équivalente à environ 340 millions de masses solaires, engendre de puissants jets très énergétiques qui empêchent le gaz de se refroidir complètement. Le résultat est un somptueux réseau de filaments qui entoure NGC 1275. Cette large nébuleuse s'étend sur 250 années-lumière, soit l'équivalent de 2,5 fois la taille de la Voie lactée. Le mouvement du réseau de filaments n'est pas uniforme, et même plutôt chaotique. Cette dynamique pourrait être intimement liée au processus de réchauffement et de refroidissement du gaz qui alimente le trou noir du cœur de la galaxie. NGC 2403, également appelée Caldwell 7, est une galaxie spirale qui se situe dans la constellation de la Girafe, à environ 8,5 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Dans le bras externe, à l'est de la galaxie, se trouve NGC 2404, un amas ouvert d'étoiles. Ce dernier est associé à une nébuleuse en émission. Les bras spiraux de NGC 2403 sont illuminés de rouge et de brillantes nébuleuses, de quelques amas ouverts bleutés et de sombres veines de poussière. En son cœur, le noyau est brillant, même s'il demeure relativement petit.
D'après certains scientifiques, cette galaxie ferait partie gravitationnellement du groupe de Messier 81. À environ 15 millions d'années-lumière de la Terre, Messier 83, une galaxie spirale, s'affiche majestueusement. À ses côtés se trouve une petite nébuleuse quasi-elliptique, la galaxie naine NGC 5253. Bien qu'elle paraisse plutôt insignifiante au premier abord, elle est un lieu de formation d'étoiles intense. Cette galaxie naine compacte bleue se situe dans la constellation du Centaure. Elle affiche une magnitude de 10,5. C'est l'une des galaxies naines compactes bleues les plus proches de nous. À travers des instruments d'observation, de vives couleurs bleues et violettes ressortent en raison de sa formation active d'étoiles. NGC 5253 abrite des régions de formation d'étoiles très actives, bien qu'elles contiennent peu de poussière, d'hydrogène et d'hélium, les éléments de base pour la formation d'étoiles. Ces nuages moléculaires ressemblent fortement aux nuages qui ont formé les premières étoiles dans les débuts de l'univers. C'est pourquoi les scientifiques aiment étudier les galaxies naines compactes bleues, afin de mieux comprendre le processus primordial de formation des étoiles. NGC 5253 se compose d'une zone centrale de sursaut d'étoiles riche en astres chauds et jeunes qui se concentrent dans un amas d'étoiles. Elle n'a pas de morphologie uniforme, du fait de la consommation intense de gaz. En son sein, on retrouve un gigantesque superamas de plus d'1 million d'étoiles, âgées de 3 millions d'années. La luminosité totale de ce superamas est équivalente à environ 1 milliard de fois celle du Soleil. Depuis la Terre, il nous est complètement invisible, puisqu'un nuage de poussière géant l'occulte. Le groupe local est un ensemble de 60 galaxies qui s'étendent sur 10 millions d'années-lumière. Parmi elles, on retrouve la Voie lactée et la galaxie d'Andromède comme principaux membres. La galaxie qui arrive en 3e position en termes de taille est la galaxie du Triangle, également nommée M33. Il faut un ciel noir très pur et des yeux de lynx si l'on veut repérer la galaxie du Triangle à l'œil nu. Elle n'en demeure pas moins facilement visible à travers des jumelles. Son disque ovale affiche une luminosité homogène, même si un léger excès de luminosité vers le centre trahit la présence du bulbe. À travers un télescope de 300 à 400 mm, on peut aisément observer ces somptueux bras spiraux. La galaxie du Triangle possède des bras spiraux particulièrement bien développés et qui apparaissent de manière spectaculaire lorsqu'on l'observe de face. Elle demeure cependant modeste en comparaison de la Voie lactée et de la galaxie d'Andromède, puisqu'elle ne contient que 40 milliards d'étoiles. Ces bras très actifs sont gorgés de régions de gaz ionisés, au sein desquelles des étoiles naissent par centaines. La plus grande de ces nébuleuses est référencée NGC 604. C'est la nébuleuse du Triangle. La nébuleuse du Triangle, également nommée NGC 604, s'étend sur 1500 années-lumière et brille 6000 fois plus que la nébuleuse d'Orion. Elle possède d'immenses tentacules de gaz froid qui s'étalent loin, au-delà du disque visible. C'est l'astronome William Herschel qui l'a découverte le 11 septembre 1784. Elle se situe à près de 3 millions d'années-lumière de la Terre.
Si elle se trouvait à la même distance que la nébuleuse d'Orion, elle surpasserait l'éclat de Vénus. C'est une nébuleuse en émission qui possède en son cœur environ 200 étoiles, affichant des masses entre 15 à 60 masses solaires. C'est ce même amas d'étoiles qui irradie le gaz d'une lumière ultraviolette énergétique qui enlève les électrons aux atomes et produit par conséquent la lueur si spéciale des nébuleuses. Un gaz chaud et peu dense qui émet des rayons X remplit les bulles et les cavités de la nébuleuse. La tarentule, le crabe, le homard, le hibou, le papillon et encore bien d'autres sont les témoins silencieux de la grandeur et de la complexité de notre univers. Ce voyage à travers les nébuleuses nous permet de comprendre l'importance significative de ces objets stellaires. Depuis que les hommes ont découvert les nébuleuses et les étudient, de nouvelles données nous permettent de mieux comprendre la formation stellaire, l'évolution galactique ou encore la chimie cosmique. Ces vastes nuages de gaz et de poussière, qui prennent bien souvent l'apparence de créatures et d'animaux, sont présents partout à travers la Voie lactée et au-delà. Ce sont des lieux propices à la formation de nouvelles étoiles et de planètes, et ils façonnent l'architecture cosmique. L'étude des nébuleuses ne cesse d'alimenter notre quête de compréhension. Les mystérieux secrets de l'univers primitif se dévoilent petit à petit, nous rappelant la complexité de l'univers qui nous entoure. Dans quelle mesure les nébuleuses détiennent-elles les réponses aux énigmes fondamentales de notre univers ? L'exploration des nébuleuses est loin d'être terminée, et celle-ci reste un domaine de recherche dynamique en astronomie. Malgré les énormes progrès des scientifiques dans la compréhension des nébuleuses au fil des décennies, il reste encore beaucoup à découvrir. Les astronomes tentent de comprendre de nombreux mystères, comme les détails précis de la formation stellaire à l'intérieur des nébuleuses, les mécanismes exacts de leur évolution, ou encore leur rôle dans l'évolution galactique. Les nouvelles technologies, les télescopes plus puissants, les missions spatiales et les avancées dans les techniques d'observation continuent d'ouvrir de nouvelles perspectives. Encore de nombreuses révélations nous attendent au sein de ces vastes nuages stellaires.